chers participants, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette première édition du Forum LeadSen et féliciter également le parrain de cette première édition, le Dr Gagny Sakho. Et je voudrais également féliciter la pertinence des propos des deux panels qui ont précédé celui-ci. Je suis l'ambassadeur Babacar Ba et c'est avec une grande responsabilité et un profond sentiment d'engagement que je prends la parole pour ouvrir ce panel de très haut niveau consacré à un thème stratégique pour l'avenir économique du Sénégal. Ressources minières et pétrolières, quel cadre juridique pour une souveraineté économique durable? Le Sénégal, vous le savez, depuis quelques années, entre progressivement dans l'ère de l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment dans les domaines du pétrole, du gaz et des mines. Cette phase attendue et espérée depuis des décennies suscite autant d'espoir que d'interrogations. Car si ces ressources représentent une opportunité majeure pour notre développement, elles peuvent aussi devenir une source de dépendance, de conflits ou de déséquilibre si elles ne sont pas gérées avec rigueur. Ce panel s'inscrit donc dans cette exigence d'anticipation stratégique. Il s'agit pour nous de penser l'avenir au-delà de l'exploitation brute, de nous interroger sur le cadre juridique et fiscal le mieux à même de garantir que les richesses du sous-sol sénégalais deviennent celles du peuple, qu'elles servent à renforcer notre autonomie économique, à accélérer notre transformation industrielle, mais également à consolider notre tissu social. À travers les thématiques que nous allons aborder, notamment le droit, la gouvernance, la fiscalité, le contenu local, les compétences nationales et la transition post-extraction, nous chercherons ensemble à proposer des solutions concrètes, des leviers institutionnels et des outils opérationnels pour faire de nos ressources une bénédiction et non un fardeau. Et pour éclairer cette réflexion, nous avons le plaisir et l'insigne honneur d'accueillir 3 experts de haut niveau, chacun incarnant une dimension essentielle de cette problématique. Monsieur Hugo Sow, vous êtes directeur général de Advise Africa. Vous êtes en même temps expert en stratégie d'affaires dans le domaine des mines et de l'industrie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous accueillons également monsieur Elhadji Sidi Diop. Vous êtes directeur général de Face Africa WTS Global. Vous êtes spécialiste de la fiscalité des industries extractives. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, nous accueillons M. Gorgui Thiello. Vous êtes ingénieur énergéticien, diplômé de l'IFP School. Vous êtes en même temps expert en transfert de technologie et valorisation locale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ça me donc fait tourner pour la première question à M. Hugo Sakho. Vous êtes Hugo Sow plutôt. Vous êtes un ancien directeur général de la Sococim, qui est le fleuron de l'industrie sénégalaise, et actuellement donc directeur général de Advise Africa. À votre avis, monsieur le directeur général, quels sont aujourd'hui les principaux blocages juridiques ou institutionnels qui freinent la pleine souveraineté du Sénégal sur ses ressources naturelles? Merci beaucoup. Marcher sur vos traces en remerciant les organisateurs de ce forum, cette rencontre, qui est, je pense, qui est une première. Et on a une telle diversité de sujets et de problématiques au point qu'on se demande s'il ne fallait pas avoir 2 journées pleines et entières pour pouvoir le faire, tellement les thèmes sont à propos. En tout cas, félicitations aux organisateurs, félicitations à notre frère Lansana, qui, je pense, mérite largement ce parrainage. Il est un peu une sorte de trait d'union entre le public et le privé, puisque en faisant des allers-retours, on a des profils un peu similaires. Moi, j'ai passé aussi quelques années au ministère des Mines avant de retourner dans le privé parce que ça correspondait mieux à mon tempérament. C'est un peu ça, et féliciter. Oui, tout à fait. Pour la petite histoire, j'ai démarré dans la recherche aurifère au Sénégal oriental après en sortie de l'IST pendant 6 ans dans le bled de Kédougou jusqu'au Mali. 6 ans. Je suis revenu, j'ai intégré le ministère des Mines. Au bout de 2-3 ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. Je suis reparti dans le privé. Vous êtes parti et vous avez décidé de vous consacrer à ça.
vous aurez certainement plus de mérite que moi, mais moi je suis reparti très vite dans le privé parce que ça correspond mieux à mon tempérament. Voilà, donc c'est une question extrêmement importante. Je ne vais pas rentrer dans des aspects juridiques et fiscaux parce qu'on a un grand spécialiste autour de ce panel qui va nous éclairer. Mais je pense que tout ce qui est réforme juridique, fiscale et autres ne peuvent être qu'un des leviers à partir desquels nous pouvons tirer profit des ressources naturelles. On parle de souveraineté sur les ressources. Dans la Constitution du Sénégal, je pense qu'il a été dit clairement que la ressource appartient au peuple. Moi, j'ai quelques réserves sur ce postulat-là, parce que il amène beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. Pourquoi? Le sentiment aujourd'hui, c'est que nous avons des ressources minières et pétrolières, c'est des compagnies étrangères qui les exploitent et qui en tirent le maximum par rapport à notre pays. Donc ça vient en contradiction avec ce postulat de base dans la Constitution. C'est extrêmement important. La deuxième chose, si on parle de souveraineté sur des ressources, notre corpus réglementaire est fait de sorte que, et aussi l'histoire montre qu'il faut des investissements lourds, capitalistiques, qui viennent du privé pour développer les ressources. Donc notre souveraineté sur ces ressources-là, elle est aussi à relativiser. Nous ne sommes plus dans les années 60-70 où les États créaient des sociétés nationales d'exploitation des ressources naturelles qui d'ailleurs ont toutes périclité par la suite. Et qu'aujourd'hui, la tendance, en tout cas au niveau mondial, c'est que c'est le secteur privé qui exploite et qui valorise. La question, c'est comment nous pouvons, sur la base de la fiscalité, des redevances et quel type de combinaison nous pouvons mettre en place pour en tirer au mieux, le maximum. Ça, c'est ce que font un peu les États un peu partout. Je vais juste vous donner quelques exemples. Vous allez en RDC, vous avez un IS, l'impôt sur les sociétés de 30%. C'est le même cas au Gabon. Au Nigeria, ça peut aller jusqu'à 85%, dépendant du type de montage, jusqu'à 85% d'impôt sur les sociétés. Vous allez au Sénégal, on est à 30%, le Mali, vous pouvez aller 25-30%, Angola jusqu'à 50%, dépendant des types. Donc chaque pays a la latitude de fixer un peu sa législation et sa fiscalité. Tout en sachant que la fiscalité est une barrière à l'entrée pour les investissements. Attention, parce que s'il ne tenait qu'à nous, on aurait mis une fiscalité de 90%. L'investisseur, il vient, il prend les 10%, il s'en va. Donc, si vous mettez une fiscalité au-delà de certains seuils, vous ne n'attirez plus personne parce que ça n'intéresse aucun investisseur privé. Je pense que c'est des choses qu'il faut relativiser. La valeur et la souveraineté réelle, elle est à rechercher ailleurs. Elle est à rechercher quand on combine cette fiscalité avec les partages de production. On sait qu'aujourd'hui, les partages de production sont très fréquents dans le pétrole et le gaz. Jusqu'ici, nous ne les avons pas expérimentés dans le domaine minier. Et je pense qu'il est temps pour nous, puisqu'on devient un pays minier où il y a des problématiques, où il y a des enjeux, il est temps qu'on sorte de cette fiscalité classique qui est un peu de dire qu'on récupère l'IS et les redevances minières chez les miniers, et puis chez les pétroliers, on a partage de production, etc. Et puis on a aussi les impôts par la suite, parce qu'on a deux approches différentes. Quand vous avez les mines, vous donnez des concessions minières à des exploitants. Les substances sont concessibles. Dès que vous les donnez en concession, elles deviennent la propriété quasiment de celui qui a investi et qui les exploite. Et vous vous contentez de récupérer une sorte de rente. Or, dans le pétrole et le gaz, nous ne sommes pas dans ce type de régime. Dans le pétrole et le gaz, vous avez des opérateurs qui ne sont pas propriétaires, qui sont des opérateurs avec des investissements qui opèrent et avec qui vous pouvez vous partager des productions, vous pouvez mettre des fiscalités, etc. Donc ces deux régimes, le fiscaliste nous dira ça peut-être de façon plus précise que moi, mais ces deux régimes et deux approches qui sont totalement différentes. Mais on voit de plus en plus en Afrique, en tout cas depuis quelque temps,
que la notion de partage de production, elle est en train d'être introduite dans certains pays au niveau des mines, au niveau des ressources comme l'or, le fer, le phosphate, etc. Vous allez en RDC, il y a même mieux que ça. La Gécamine, qui est un géant minier en RDC, a même aujourd'hui la possibilité de commercialiser lui-même directement ce qui est retiré de ces projets-là. Et donc, il devient un acteur qui peut lui-même être un acteur sur le plan international à développer ses activités. Mais il faut savoir aussi que la chaîne de valeur et la façon dont le business est structuré dans ce domaine, c'est dominé par des canaux de distribution. Vous ne pouvez pas être un quelconque lambda d'un pays comme le Sénégal ou le Gabon, vous levez un beau jour, avoir accès à des gros marchés qui sont verrouillés par des traders et des gens comme Clencor et partout, qui sont des intermédiaires qui eux-mêmes accaparent quasiment la clientèle. Et donc tout le monde est obligé de passer par eux pour vendre. Et donc ça aussi, c'est des types de contraintes sur lesquelles il faut réfléchir. Mais il me semble aussi qu'une autre piste, c'est d'arriver à dire, et ça a existé même dans le code minier au Sénégal, à un moment donné, l'État pouvait se retrouver jusqu'à 35% de part dans les projets miniers. Et je pense que le fiscaliste pourra peut-être nous confirmer tout ça. Moi, j'ai vu dans des projets miniers aurifères où des Sénégalais ont des actions dès le départ et qui pouvaient aller jusqu'à 25%, et qui, dès le premier coup de pioche, les gens commencent à parler de l'or et puis ils vendent leurs actions. Ils vendent leurs actions à l'opérateur principal qui se retrouve avec ses actions de départ, plus les 15 ou 20% que les opérateurs sénégalais détenaient. L'idée serait aussi de dire que si une compagnie démarre avec de l'actionnariat sénégalais, on ne peut pas revendre à un étranger. Il faut qu'il y ait des droits de préemption sur le capital sénégalais, que ce soit pas possible, ou en tout cas, bon, c'est vrai qu'il y a des contraintes réglementaires. Si on a signé des conventions, comme le disait l'autre, on doit respecter dans la loi, dans les affaires, ce qui fait la loi aussi, des fois, c'est que celui qui offre le mieux, le plus, mais il peut y avoir des préférences. L'État doit agir. Et pour moi, je pense que c'est une question peut-être qui viendra après. On a une législation, une réglementation qu'il faut mettre à niveau. Aujourd'hui, on est devenu un pays minier, on commence à devenir pétrolier, mais on n'est pas encore pétrolier, on met 100 000 barils par jour. On fait partie des plus petits. Et quand vous écoutez, vous entendez le tollé, le brouhaha qu'il y a autour de ces ressources-là, au lieu de réfléchir à autre chose, on se pose des questions. Franchement, il faut qu'on regarde ça et qu'on ait une vision beaucoup plus, sereine. Mais ça doit commencer aussi par un discours officiel qui ramène les choses dans leurs vraies proportions, et que aussi qu'on fasse parler ceux qui savent. Vous allez sur TikTok ou les réseaux sociaux, quand vous entendez les gens parler des mines et des hydrocarbures au Sénégal, vous vous dites, mais dans quel monde on est? C'est-à-dire que les gens qui savent ne parlent pas. Et aujourd'hui, ça fait un effet d'amplification, et c'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux d'avoir, je ne dis pas que le fait d'avoir mis dans la Constitution, c'est dangereux, mais c'est la façon dont ça peut être exploité. Vous ne pouvez pas dire que les ressources appartiennent au peuple. Vous allez dans le rapport de l'ITIE où vous dites que l'État a récupéré 800 milliards des industries extractives. Vous allez dans les petits villages qui sont en face des exploitants miniers, qui n'ont même pas le minimum vital. Vous leur dites que les ressources appartiennent à l'État. C'est un problème. L'État a récupéré 800 milliards. L'État, c'est un gros sac, c'est un budget. Il n'y a pas de différenciation. Tout ce que l'État récupère comme ressources, c'est remis là-dedans et redistribué. Il faudrait qu'on ait des mécanismes qui permettent de ramener, de flécher des ressources dans des investissements sur le plan local, au point qu'au niveau des communautés locales qui sont en face des miniers et de ceux qui exploitent les hydrocarbures, qu'il y ait un impact réel.
L'État ne peut pas s'asseoir sur 800 milliards et dire aux compagnies minières, vous ne faites pas assez de RSE, vous ne faites pas... Non, il faut qu'on aille quand même jusqu'au bout et qu'on soit logique avec nous-mêmes. Voilà, je sais un peu passionné des choses parce que c'est un peu ma vie des 30 dernières années, donc je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour ce pulsar mental. Il est bien inscrit que les ressources appartiennent au peuple. Et ce paradoxe que vous avez soulevé, il est pertinent, puisqu'il y a beaucoup de multinationales qui captent ces ressources. Vous avez aussi parlé du besoin d'investissement lourd pour accompagner donc, nos entreprises privées, parce que ce sont de grands players qui sont dans ce secteur. Avec l'accompagnement fiscal, vous avez parlé de bonnes pratiques internationales, vous avez cité des pays qui ont fait un accompagnement fiscal pour permettre à leur secteur privé de pouvoir jouer avec ces majors. Mais vous avez aussi parlé de transformation locale, puisque dans plusieurs expériences internationales, vous nous avez rappelé qu'il y a des acteurs qui sont dans la transformation et donc qui maîtrisent la chaîne de valeur. Et vous avez aussi parlé de cette mainmise de l'écosystème par des majors connus et surtout par des traders, des intermédiaires. On a parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao. Oui, alors que c'est Paris, de l'autre côté là-bas, les gens qui n'ont jamais presque vu la fête de cacao, qui gagnent beaucoup plus que le cultivateur. Et je salue aussi l'intervention pertinente du DG de Géomat qui a parlé de cet appel à notre secteur privé à travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire et le Ghana réussissent à transformer 50% de leur cacao, c'est grâce à des clusters industriels qu'ils ont créés pour travailler ensemble. Vous avez aussi parlé des droits de préemption pour protéger les actionnaires sénégalais. Et enfin, le rôle de l'État et la responsabilité de l'État dans la question de la responsabilité sociétale de l'entreprise, puisque les communautés locales de ces environnements-là doivent être accompagnées. Et cela me fait une transition pour parler effectivement, poser une question à M. Elhadji Sidi Diop, directeur général de Face Africa WTS Global. Comment le Sénégal, M. le directeur général, peut-il construire un régime fiscal attractif tout le temps? Et avant de répondre, j'aimerais bien, comme l'ont fait ceux qui m'ont précédé, remercier l'ITSEN pour cette initiative formidable et surtout par rapport à ce qui a été dit tantôt et à l'endroit du patronat, j'en doute pas pour l'ITSEN parce qu'ils ont commencé à travailler pour les patrons, les leaders, de manière assez concrète et tous nos encouragements et tout notre appui, rien ne sera ménagé pour leur apporter le soutien qu'ils doivent avoir pour porter le patronat, pour porter le secteur privé national. Et pour revenir à la question, je pense que c'est, pour moi, c'est juste une question de juste mesure. Parce que c'est deux intérêts, on peut dire, un peu divergents. Équilibre, il faut, à mon avis, chercher un équilibre quelque part. Ce qui ne sera pas un exercice facile, notamment pour l'État. Ce qui doit être fait, c'est essayer d'aboutir à un code ou à des codes miniers pétroliers qui attirent, mais qui ne fragilisent pas l'État sénégalais. Donc, aboutir à un régime fiscal équilibré. C'est facile à dire, mais ça peut être un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais on peut y arriver. Un régime fiscal équilibré doit être un régime fiscal compétitif. Compétitif par rapport aux pays environnants, aux pays producteurs qui sont dans la même position ou situation du Sénégal. Notamment, on peut en citer la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Mauritanie. Quelqu'un a parlé, je pense que vous avez parlé tantôt des niveaux d'imposition des profits
pétroliers. Donc, en faisant allusion au taux de l'IS. Si on fait une comparaison rapide entre les États qui nous entourent, le Sénégal se situe un peu au milieu par rapport au taux d'imposition de l'IS. La Côte d'Ivoire est à 25% de taux d'IS. La Mauritanie peut être à 27%. Le Ghana est à 35%. Donc, il faut chercher à être compétitif. Faudrait-il que le Sénégal se rapproche de la Côte d'Ivoire? Ça, c'est une question, mais il y aura cette baisse du taux de l'IS aura des répercussions directes sur la part de l'État dans le partage de la rente pétrolière. Et pour bâtir un régime fiscal équilibré, on doit utiliser plusieurs outils fiscaux qui sont à disposition. C'est d'abord un système fiscal progressif. Le système fiscal peut être progressif. C'est un. Deux, on peut utiliser comme outil fiscal un système fiscal adaptatif qui s'adapte par rapport à l'évolution de la rentabilité de l'exploitation. Et aussi, un troisième outil, c'est le régime des incitations fiscales. Je vais revenir sur chacun de ces outils. Le quatrième outil que j'ai pu identifier, c'est la limitation et le contrôle de la récupération des coûts pétroliers. Ça, c'est un problème, c'est le problème majeur. C'est le problème peut-être le plus difficile. Et enfin, comme outil fiscal, essayer de mettre en place une gouvernance forte du secteur et un contrôle fiscal performant. Et pour revenir sur ces différents outils, notamment le régime fiscal progressif, tout le monde peut comprendre que la fiscalité pétrolière ou minière peut être appliquée de manière progressive. Quand on démarre les opérations, on peut comprendre que la fiscalité ne soit pas agressive, que l'État puisse se contenter d'avoir peut-être le minimum de recettes, de rentrée de recettes, donc notamment en appliquant des redevances qui parfois sont proportionnelles à la production. Voilà. Mais progressivement, ça doit monter. Voilà. Pour que l'État puisse, à terme, avoir capté une part accrue, surtout sur le super-profit. Voilà, le super-profit réalisé par les investisseurs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le régime fiscal sénégalais est un peu progressif. Parce que pour certains qui sont au courant de ce qui se fait, nous avons ce qu'on appelle la technique du facteur R. Le facteur R, c'est quoi? On considère le total, le cumul des revenus réalisés par le contractant, c'est-à-dire l'investisseur, et le cumul des investissements. On fait le rapport. On met au numérateur le cumul des revenus et au dénominateur le cumul des investissements. Si le résultat est 1, ça signifie que l'investisseur a récupéré son investissement. Donc, il est venu, il a investi, il a récupéré son investissement. Donc, on peut considérer qu'on peut partager le reste à part égale, par exemple. Mais dans le code sénégalais, le partage est un peu au profit de l'investisseur. Je crois que c'est 40-60 ou 45, je pense que c'est 40-60 ou 45-55 au profit de l'investisseur. Si le résultat est égal à 2,
ça veut dire qu'il a récupéré le double de son investissement. Et là, la répartition doit progresser au profit de l'État. Donc, on peut comprendre que l'État ait davantage plus de part sur le montant à partager. Donc ça, cette progressivité de la fiscalité peut être un outil important pour aller à l'équilibre entre l'investisseur et l'État dans la répartition du produit de l'exploitation. Il y a aussi le régime des exonérations. Là, il ne faudrait pas qu'on considère les exonérations comme un paquet de cadeaux qu'on donne à l'investisseur et c'est terminé. Ça doit être mieux géré, c'est-à-dire les incitations fiscales doivent être ciblées, limitées de manière temporaire et surtout doivent être soumises à évaluation et aussi doivent être orientées, par exemple dans des activités à haut risque ou en fonction de la nature de l'investissement à réaliser. Mais aussi conditionnées. Ces incitations fiscales doivent être conditionnées au profit de l'État, au profit des populations, pour des considérations d'intérêt général au profit de l'État sénégalais. Et enfin, le dernier outil, peut-être l'avant-dernier, c'est la limitation et le contrôle des coûts. La limitation de la récupération des coûts. Parce que dans le dispositif fiscal sénégalais, par exemple, il y a un régime de limitation de la récupération des coûts. Parce que si on laisse à l'investisseur de récupérer tous les coûts, il se peut pendant plusieurs années que l'État ne reçoit rien du tout. Parce que si on considère les CAPEX au moment de l'exploration, au moment des activités de développement, c'est des coûts exorbitants. Donc si on laisse à l'investisseur de récupérer la totalité des coûts avant de partager pour que l'État puisse prendre sa part, il peut se passer un bon moment avant que l'État ne puisse récupérer une partie de la production. Donc la limitation des coûts, c'est également un outil fiscal pour aller vers un régime fiscal équilibré. Et enfin, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance, il faut assurer vraiment une forte gouvernance. Et j'insisterai particulièrement sur le contrôle fiscal. Il faudrait que le contrôle fiscal soit performant. Comme vous le savez, c'est difficile de contrôler certains éléments, notamment les coûts. Mais le dispositif fiscal peut être bâti de tel que, avec une forte dose de transparence, une forte dose d'accès aux données des opérations, que l'administration fiscale puisse exercer son contrôle de la manière la plus optimale possible au profit de l'État. Là, il n'y aura aucune agression, aucune injustice à l'endroit des investisseurs. On voudrait simplement que l'investisseur paye l'impôt qu'il doit payer dans le cadre de l'activité pétrolière ou d'exploitation minière. Voilà. Donc, c'est très important, c'est difficile de mettre le curseur pour dire qu'on a un système fiscal équilibré, mais on peut utiliser les outils fiscaux à disposition pour tendre vers cet équilibre. Je terminerai juste avant pour faire un commentaire sur la propriété des ressources comme sénégalais. C'est vrai, si c'est un juriste qui parle, il peut être difficile de le comprendre,
parce qu'on nous a enseigné depuis longtemps que la propriété, il faut avoir l'usus, le fructus et l'abusus. Les ressources minières ou pétrolières appartiennent à l'État, mais où elles sont? Est-ce que l'État peut les a à disposition? Peut-être c'est ça un peu la difficulté. L'État doit aller chercher ces ressources. Et malheureusement, nos États n'ont pas les moyens d'aller chercher ces ressources pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir en bénéficier et pour pouvoir en disposer. Donc, forcément, l'État fait appel à des investisseurs qui investissent énormément d'argent. Dans certains pays qui ont les moyens, ils font tout et ils appellent quelqu'un pour venir faire un service. Il fait le service, on le paye, il s'en va. Et l'État reste avec l'intégralité de ses ressources. Voilà. Donc c'est un peu ça, mais la Constitution l'a affirmé, c'est par rapport certainement à des objectifs assez précis. Merci beaucoup, monsieur le directeur, et je pense que vous n'avez pas tort. D'offres internationaux. Et dans les appels d'offres internationaux, ils incluent des clauses. Par exemple, on va demander d'avoir 10 ans d'expérience dans tel secteur pour construire des ponts. Ça veut dire qu'on a éliminé d'office les entreprises sénégalaises au profit de leurs entreprises. Et donc, si aujourd'hui un pays, on a parlé d'Eximbank Turquie, un pays comme la Turquie aujourd'hui, dans tous les grands marchés de l'État, ce sont des DRP, parce que c'est l'État turc qui sort son budget consommé pour l'investissement. Il n'y a aucune contrainte de l'État turc, et c'est l'État turc qui choisit son secteur privé pour faire. Et donc nous devons travailler sur l'essentiel, avoir nos propres ressources, pour ne pas être soumis à des exigences, en tout cas d'appels d'offres internationaux. Mais vous nous avez rappelé l'équilibre entre incitation fiscale, puisque nous avons l'honneur d'avoir le PCA de l'APIX, à qui nous demandons de rendre le pays attractif. Il y a des leviers d'attractivité en matière de diplomatie économique. On les incite à venir. Nous avons des incitations fiscales. Et il y a un équilibre entre les rentrées budgétaires, parce que aussi nous avons la chance, peut-être la malchance, la déformation d'avoir des inspecteurs des impôts qui dirigent ce pays. Et donc, naturellement, la pression fiscale, elle est là, avec, naturellement, l'alchimie que nous devons faire. Mais vous nous avez aussi rappelé que le taux de l'impôt sur les sociétés d'IS est moyen au Sénégal, donc ça relance le sujet de la compétitivité du Sénégal par rapport dans la sous-région. Et vous nous avez donc expliqué de quelle manière plusieurs outils fiscaux, le système fiscal qui peut être progressif ou adaptatif, et le système fiscal, le régime d'incitation, vous nous avez rappelé ça. Vous avez parlé aussi de la limitation nécessaire et du contrôle de la récupération des coûts pétroliers. Mais là encore, on tombe encore dans le réel, puisque dans les phases d'exploration, ce sont des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le pétrole, des Franck Timis par exemple, qui vont aller emprunter de l'argent, prendre des risques pour explorer. Et il y a des contrats d'exploration qui stipulent que quand ils ne vont pas trouver, ils perdent de l'argent, mais quand ils trouvent, ils ont quand même de l'argent à gagner. Et dans la phase d'exploitation, et c'est pourquoi je suis d'avis avec le directeur, il faut que les sachants parlent dans ce pays, pour qu'on limite un peu leur Sahara, et que ceux qui savent doivent éclairer les discussions. Et ça, c'est important, et nous devons donc travailler sur cette question-là. Vous avez parlé de la gouvernance qui doit être très forte, surtout le système d'évaluation sur la répartition des coûts et des bénéfices. Vous nous avez aussi parlé des incitations fiscales qui doivent être ciblées, temporaires, mais également orientées et conditionnées aussi, avec naturellement la question de la responsabilité sociétale et l'impact socio-économique. Enfin, vous avez parlé de la limitation et du contrôle des coûts et de cette aspiration à une gouvernance beaucoup plus forte pour permettre à l'État de pouvoir, en tout cas, protéger les intérêts de nos populations. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, et ça nous permet maintenant de passer à Monsieur Thiello. Monsieur Thiello, vous êtes ingénieur énergéticien, j'ai beaucoup de mal à prononcer ce mot, et vous êtes aussi expert en transfert de technologie et de valorisation locale. Transfert de technologie, c'est ce que le Sénégal peut faire, et la valorisation de nos ressources. Sur le plan technique, selon vous, quels sont les principaux défis à relever pour renforcer l'autonomie nationale dans la production pétrolière et gazière? Ok, merci également, monsieur. Bon, dans mon propos
liminaire. Avant juste d'en venir au remerciement, je voulais faire une petite métaphore. Donc, celui qui paie l'orchestre doit commander la musique. Aujourd'hui, l'orchestre sont des entreprises, qu'elles soient minières ou pétrolières ou gazières. Elles sont payées avec des ressources. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles commandent à danser de la salsa ou autre chose. Et je n'ai rien contre cette musique-là. Ouais. J'aimerais bien également remercier un peu les gens qui m'ont invité. Je pense que je suis la personne la moins compétente sur cette table, mais je m'efforcerai de faire de mon mieux. Je trouve, avant de revenir à votre question, que tout le débat et faire également une petite connexion avec ce qui a été dit sur le panel sur le BTP. Je trouve que tout tourne autour de la mise en valeur de l'écosystème, que ce soit un écosystème BTP ou un écosystème pétro-gazier. Tout tourne autour de comment mettre en avant l'écosystème, la chaîne de valeur. Et le nerf de la guerre, toujours bien évidemment, c'est le financement. Je pense que dans tous les propos qui vont suivre, on aura à revenir sur ces deux points-là. Alors, donc, pour revenir à votre question, effectivement, l'autonomie, comment autonomiser, on va dire, un État, quel qu'il soit, et en particulier au Sénégal, dans le domaine pétro-gazier. Il y a plusieurs points, à mon avis, qui sont de bons propos, on va dire. La première des choses, on sait que l'industrie pétro-gazière, c'est une industrie, on va dire, avec une technologie assez avancée, pas du tout insurmontable pour les ingénieurs qui sont dans cette salle-là, ça c'est clair. Mais bien évidemment, c'est une industrie qui demande à avoir une prise en main de toute la technologie, donc qu'elle soit au niveau du hub, mid et downstream. Donc ça, c'est la première des choses. Autonomiser les ressources. Donc au Sénégal, bien évidemment, on a mis en place l'école du pétrole et du gaz. Donc c'est un maillon très important, à mon avis. Pour parler ou pour challenger quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Et ça, c'est un bon point, à mon avis, qui est toujours perfectible dans les choses humaines, mais un premier bon point, on va dire. Alors, la deuxième chose, à mon avis, c'est de maîtriser un peu la chaîne de valeur pétro-gazière. Aujourd'hui, quand on parle de pétrole et de gaz, comme l'a dit M. Sow, il ne s'agit pas de vendre 100 000 barils, somme toute respectable, mais on n'est pas dans le top 10, on va dire, des pays pétro-gaziers. Voilà. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut prendre cette ressource et la mettre en avant pour trouver des off-takers, pour trouver, on va dire, des débouchés. Et qui vont bien évidemment nous rendre encore plus autonomes dans plein de choses que je vais développer. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait une autonomisation, une autonomie, on va dire, sur la maîtrise de la chaîne de valeur. Upstream, c'est bien sûr tout ce qui est forage, tout ce qui est, on va dire, exploration. Le midstream, c'est bien évidemment tout ce qui est raffinage. Aujourd'hui, on a la SAR qui est là. On parle ces derniers temps de pouvoir, on va dire, upgrader, on va dire, la SAR, pouvoir prendre en charge le brut qui a été foré. C'est une très bonne chose. Pourquoi pas également aller au-delà de ça, faire de la liquéfaction, etc. C'est très important. Bien évidemment, ça existe avec GTA, mais on peut le faire à notre humble niveau pour explorer le marché sous-régional. Parce que le gaz, au-delà d'être une manne entière, elle sert bien évidemment à faire de l'énergie. Les gaz to power, bon, ça sonne très beau, mais c'est ni plus ni moins, excusez-moi, que de prendre ce gaz et d'en faire des externalités positives. Donc des externalités sous forme d'énergie. Donc le gaz nous permettrait d'avoir une énergie un peu plus décarbonée, excusez-moi, et un peu moins chère. Mais le gaz aussi sert aussi dans les intrants chimiques pour faire, on va dire, tout ce qui est, produits chimiques pour l'agriculture. Voilà, je cherche mon mot. Ça, c'est le deuxième point. Alors, quand on dit également maîtriser une chaîne de valeur, il faut également se parer à toutes sortes d'externalités négatives. Je parle par là de tout ce qui est externalité en termes sécuritaires et environnementaux. Excusez-moi. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à maîtriser les impacts négatifs que peut générer une exploration pétro-gazière, je pense que tout le profit qu'on pourrait avoir pourrait être réduit à néant
en cas, on va dire, de problème. On ne le souhaite pas, mais tout bon ingénieur prévoit toujours également de voir ce scénario. Donc il faudrait qu'on ait cette maîtrise un peu de tout ce qui est, on va dire, externalité négative et sécuritaire. Au Sénégal, on touche du bois, ce n'est pas le cas, mais si vous parcourez tous les pays aux environs et qui ont cette demande pétro-gazière, c'est un point qui est très accentué et auquel il faut faire face. Alors, aujourd'hui, effectivement, on a cette maîtrise en termes d'exploration, de raffinage et de downstream. Alors, le downstream, c'est prendre ce pétrole, le raffiner, en faire de la distribution. On peut l'utiliser pour faire de l'énergie, comme j'ai dit tantôt. Et bien évidemment, les off-takers en termes de pétrole et de gaz sont nombreux. Tout à l'heure, vous parliez je pense que le panel précédent, on parlait de SPV. Aujourd'hui, il y a un modèle très intéressant, c'est les IPP qu'on trouve dans l'énergie. Aujourd'hui, on parle de l'autonomie énergétique, puisque je pense que M. Va, je ne vais pas être trop long, mais quand on parle d'autonomie pétro-gazière, il faut vraiment parler d'autonomie énergétique, parce que l'énergie est la mère des ressources, et les autres sont juste des ressources primaires à raffiner. Voilà. Donc aujourd'hui, l'autonomie énergétique passe véritablement par l'exploitation du pétrole et du gaz pour en faire de l'énergie. Aujourd'hui, véritablement, le Sénégal peut se positionner comme un hub énergétique et desservir tous les pays aux alentours, de la Guinée en passant par la Gambie et la Mauritanie. Je prends l'exemple, par exemple, du Maroc avec l'ONE, qui sont en train de faire des plans, on va dire, de mise en œuvre d'une énergie qui soit celle de l'énergie souveraine. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les routes de la soie, on est dans les routes de l'énergie. Aujourd'hui, pourquoi pas ne pas transformer cette énergie, ces gaz, ces pétroles, pour que véritablement on soit ce métronome dans la sous-région en termes de production et de supply d'énergie de tous ces pays qui nous entourent. Et bien évidemment, c'est une manne financière qu'on peut exploiter à bon escient. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Vous nous avez, avec brio, vous avez aussi évoqué les enjeux du gas to power que le Sénégal, une stratégie que le Sénégal a mis en place pour permettre, avec le gaz naturel liquéfié, de pouvoir diviser par 2 le coût de l'énergie. C'est un des enjeux d'attractivité, de compétitivité du Sénégal, puisque le kilowatt-heure coûte 113 francs CFA au Sénégal, pendant qu'il coûte 65 francs à Abidjan. Je pense que l'ambition est pertinente du projet Sénégal 2050 de projeter à 60 francs, puisque le coût de l'énergie est un levier déjà de compétitivité. Et ce gas to power nous permettra. Vous avez aussi parlé de l'aspect pétrochimie, puisque derrière il y a toute cette dimension pétrochimique qu'il faut avoir avec le gaz pour en faire un levier de croissance. Vous avez aussi parlé de la maîtrise des impacts environnementaux et sociaux. Donc les enjeux et défis environnementaux, sécuritaires, puisque nous sommes au Sahel, nous sommes le petit îlot de paix encore dans cette zone. Vous avez aussi évoqué les stratégies financières qu'il faut avoir avec les SPV, des véhicules financiers de financement, et évoqué les IPP. Et vous avez aussi parlé des réussites régionales à travers quelques modèles de benchmark comme le Maroc, pour permettre au Sénégal, et nous sommes tous d'avis, de devenir un acteur énergétique majeur, au moins dans la sous-région. Et cela nous permet maintenant de passer à la seconde série de questions, puisque nous avons beaucoup parlé sur des questions générales du fait que les ressources ne nous appartiennent pas, in fine, puisque c'est exploité ailleurs. Pourtant, le Sénégal a quand même légiféré, et nous avons mis en place ce qu'on a appelé le local content, le contenu local, pour permettre naturellement, puisque avec des décennies de chapelet, nous n'arrivons pas à aller atteindre le dome floor pour aller extraire le pétrole, puisque ça, nos chapelets ne le permettent pas encore, nous n'avons pas cette technologie. Nous avons mis en place le local content pour permettre à notre secteur privé de maîtriser du business sur la chaîne de valeur, sur ce que nous savons faire. Et donc, ça me permet de vous poser une question sur ce local content, Monsieur le Directeur Général. Quelle place devrait occuper le contenu local dans notre stratégie de souveraineté économique? En d'autres termes, comment faire pour que ce contenu local ne reste pas un vœu pieux, mais devienne un moteur d'industrialisation de notre pays? Une sorte un peu d'anomalie ou de paradoxe. Tout le monde a entendu parler de contenu local avec le pétrole et le gaz. Il n'y avait même pas encore d'exploitation au Sénégal. Les gens ont voulu anticiper un peu le contenu local, etc., avec des textes et autres.
Moi qui viens du monde minier, je sais que c'est par la suite que le contenu local a été étendu au secteur minier, des mines. C'est un paradoxe. Si vous voulez mettre quelque chose en place et que vous voulez réinventer la roue, il faut au moins que vous retrouviez cette roue quelque part. Le contenu local, c'est l'ADN du secteur minier. Depuis toujours, que ce soit dans le domaine du phosphate, dans le domaine des industries cimentières, dans toutes ces industries, dans les granulats, les matériaux de construction, etc., vous avez des sociétés qui sont des investisseurs qui sont actifs et autour desquels vous avez des dizaines, voire des centaines de PME et de PMI. C'est-à-dire que moi, quand j'ai entendu parler de cette affaire comme si c'était une invention qui tombait du ciel, moi qui ai fait toute ma carrière dans les mines, je me suis dit, mais quel paradoxe. Par essence, le contenu local, vous l'avez dans le secteur minier depuis belle lurette. On aurait dû partir de là pour faire un diagnostic, essayer de faire le point de la situation, voir quels ont été les points faibles de ce contenu local dans le secteur minier, puisque au moins ça nous le savons, et pour essayer de le mettre en œuvre dans le secteur pétrolier. Et on verra dans le secteur minier que le contenu local, il s'est construit avec le temps. On ne peut pas avoir le niveau de maturité et de présence et de poids du contenu local dans le secteur minier, avoir le même niveau dans le secteur pétrolier où nous venons de naître. C'est une question de bon sens. Le pétrole, il vient juste d'apparaître chez nous. Nous n'avons jamais eu quasiment de chaîne de valeur autour du pétrole et du gaz. On a beau avoir des textes, des législations et des procédures, ce qui est une bonne chose, parce que ça part d'une bonne intention. On ne peut pas reprocher aux autorités d'avoir mis en place, d'avoir eu cette intention-là. Mais il va falloir qu'on soit encore un peu plus patient, parce qu'il va y avoir une courbe d'apprentissage. Nous serons des sous-traitants de second ou de troisième zone, etc. Au début, il faut apprendre, comme on dit en Wolof, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous retrouver avec des niveaux de poids, de contribution, de prestations dans des domaines techniques complexes, comme si nous étions au Texas. Il va falloir qu'il y ait cette... C'est pour ça qu'il faut accompagner tout ça avec une communication qui soit plus constructive et que les PME et PMI, les entreprises se mettent en place progressivement. J'ai vu récemment dans les réseaux sociaux des discussions interposées. Il y a eu le premier rapport du comité technique là, sur le contenu local. Et il y a eu des opérateurs qui ont commencé à tirer sur le rapport en disant que ce comité sur le contenu local ne défend pas assez les entreprises sénégalaises, etc. Donc ça, c'est des réajustements qui sont tout à fait normaux au départ. Mais encore une fois, il faut savoir raison garder. Au Sénégal, en tout cas moi, de mon expérience des mines, c'est que nous sommes les champions des solutions administratives à des complexités technico-économiques. Vous vous enfermez dans des bureaux, vous faites des arrêtés et des décrets, vous sortez des trucs que personne ne peut appliquer. Non mais ça c'est mon expérience de vécu et je vous cite juste un seul exemple. En 2009, il y a eu des décrets et des textes qui ont été pris pour la réhabilitation des sites miniers en fin d'exploitation. De 2009 à 2021, personne n'a jamais pu appliquer ces textes parce qu'ils étaient inapplicables. Je fais un peu c'est une sorte de diversion. C'est simplement pour dire qu'on ne peut pas avoir de bonnes intentions, mais encore une fois, vous avez beau avoir toutes les pièces d'un puzzle. Si vous n'avez pas dans votre cerveau la visualisation du puzzle lui-même quand il est parfait, vous ne pourrez jamais agencer les pièces comme il faut. Puisque vous avez besoin d'un référentiel pour agencer des choses pour qu'elles soient conformes à quelque chose. Et
c'est une bonne chose qu'on en soit là aujourd'hui, mais il me semble qu'il va y avoir des capacités. Par contre, plus nous serons dans une chaîne de transformation qui va créer de la valeur ajoutée, une chaîne de transformation, un écosystème, une chaîne de valeur qui est basée au Sénégal. Parce que pour le moment, vous faites du contenu local. Pourquoi? Sur des plateformes pétrolières où les gens prennent le pétrole, il est exporté à l'étranger. Le vrai contenu local, il doit s'appuyer sur une industrialisation, une transformation locale. Et le vrai contenu local doit dépasser les hydrocarbures. C'est les hydrocarbures, c'est quoi? C'est juste un moyen pour accéder à de l'énergie moins chère. Or, nous savons que si l'énergie coûte moins cher parce que nous transformons le pétrole et le gaz chez nous, ça veut dire que notre économie va devenir plus compétitive, en tout cas là où l'énergie coûte est un facteur de production. Dans les cimenteries, c'est 40 ou 45% des coûts de production. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir au-delà. Il faut réfléchir au-delà de cette captation, cette façon un peu alimentaire d'aller sur quelque chose parce qu'elle est là, on n'a rien fait jusqu'ici, on le voit. Et puis les gens vont se disputer sur des miettes. Moi, je pense qu'il faut de la transformation de ces ressources chez nous qui vont créer des chaînes de valeur, une industrie réelle qui va avoir un impact positif sur notre économie, qui va créer de la richesse. Et quand vous créez de la richesse, vous créez des emplois, parce que les emplois, ce n'est rien d'autre que de la richesse. Vous avez une société qui a une capacité de 100, vous faites 100, vous avez suffisamment d'argent, vous voulez faire 120 ou 150, vous employez des gens, vous faites rentrer du personnel, vous recrutez, vous vous développez. Quand on vous demande c'est quoi l'emploi, c'est la création de richesse égale emploi. Il n'y a pas de secret entre les deux. Et donc pour ma part, on est bien parti, il ne faut pas qu'on soit pressé, mais il faut absolument que les autorités travaillent avec, surtout le patronat sénégalais. On parle de patronat sénégalais, tout le monde se plaint ici. Je vous assure que si nous ratons le virage du pétrole et du gaz, il n'y aura plus de virage pour nous. Ça, c'est clair. On n'a jamais espéré avoir ces ressources-là sous les pieds. Aujourd'hui, elles sont là. On est encore au début, on a le temps de construire. Mais ça, c'est des modèles qui se construisent sur 10-15 ans. En tout cas, voilà un peu ce que je voulais dire sur le contenu local. Tout en sachant qu'il reste encore à faire. Plus nous transformerons, plus nous aurons de la valeur ajoutée. Et je vais finir par un petit exemple. Vous savez que le pétrole et le gaz, ça vaut plus que du calcaire. Le calcaire, c'est un vulgaire caillou que vous ramassez dans la rue. Ou à la limite, ça n'a pas de valeur. Si vous ramassez un caillou, ce n'est pas la même chose si vous ramassez par exemple une pépite d'or. Et pourtant, quand vous regardez les rapports de l'ITIE, les plus gros contributeurs aux ressources de l'État, c'est les cimentiers. Que font les cimentiers? Ils transforment du calcaire et des argiles. Ils créent de la valeur. Chaque cimenterie dépense au moins entre 25 et 50 milliards en biens et services au Sénégal. Je ne parle même pas de pièces qui viennent de l'étranger. Vous allez autour de certaines cimenteries, vous avez 100, 150 PME, PMI qui se partagent de l'argent. Si on est capable d'avoir cet impact-là sur une chaîne de valeur aussi, en tout cas de faible valeur au départ que le calcaire, imaginez-vous si nous développons le gaz, le pétrole et puis le phosphate. Nous avons des gisements de phosphate. Par contre, il faut qu'on ait des visions intégrées. Moi, je ne suis pas pour des visions en tunnel. Quand vous travaillez en tunnel, vous n'avez pas de visibilité. Vous devez avoir une vision, une stratégie. J'ai entendu parler d'une stratégie industrielle. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Mais j'attends simplement de voir parce qu'il me semble que c'est extrêmement important d'avoir une vision transversale et surtout une vision qui est plus ou moins conforme aussi avec la trajectoire que le pays veut prendre en termes d'autonomie. On tient là des leviers, mais est-ce qu'on va savoir les utiliser comme il faut? En tout cas, j'espère. Merci. Merci beaucoup, M. le directeur général. Vous n'avez pas tort. Je pense que c'est ce que nous avons commencé à faire. Et il nous faut de la résilience, de la patience, mais aussi il nous faut de la diversification pour benchmarker les bonnes pratiques, pour éviter ces échecs de plusieurs pays qui ont eu des économies de rente en pensant que ces ressources tarissables ne vont jamais tarir et faire autre chose. Et l'exemple de la Norvège ou l'exemple du Qatar Investment Authority est assez déterminant. Et ça me permet de poser la deuxième question à M. le directeur. M. Diop, selon vous, quel mécanisme recommandez-vous pour
pour assurer une plus grande transparence. La transparence aussi est importante, la question de la bonne gouvernance dans la gestion des revenus issus des ressources naturelles. En d'autres termes, est-ce que vous pensez que la publication des contrats, des audits publics ou les réformes des plateformes numériques peuvent être des instruments efficaces? Merci. Si vous permettez, je voudrais peut-être faire un petit commentaire sur le contenu local. Si le contenu local est juste un moyen d'accompagnement de l'ambition locale, moi, je suis pour le contenu local. Parce que ce qui est plus important, c'est d'avoir une ambition locale. Nous, si notre cabinet a été primé, c'est parce que on a constaté sur le marché sénégalais africain que c'est les multinationales de conseil qui viennent sur nos marchés et que nous font travailler. On s'est dit, on s'est levé, on s'est dit, ça ne doit pas continuer. Il faut qu'on fasse l'effort pour inverser la tendance. Et avec l'aide de Dieu, on s'est battu, on a travaillé, on les a concurrencés à Dakar et on est en train de vouloir les concurrencer dans la sous-région. Je pense qu'il faut avoir cette ambition locale parce que sinon, ce sera un slogan et on va rester des années et des années à parler de contenu local sans contenu. Voilà. Pour revenir à la question sur la transparence, ça va avec le secteur extractif. Donc souvent quand on parle du secteur extractif, on parle de transparence. Et pour éviter que ça soit juste des proclamations ou un slogan, il faut chercher à y mettre beaucoup de contenu et à utiliser des mécanismes que vous avez déjà énumérés, la publication des contrats pétroliers, les audits publics, même les plateformes. Voilà, pour amener les acteurs ou mettre une pression positive sur les acteurs et sur l'État pour aller à plus de transparence. Parce qu'on l'a dit, ces ressources appartiennent au peuple sénégalais. Donc le peuple sénégalais doit savoir qu'est-ce qu'on fait avec sa propriété, qu'est-ce qu'on fait avec ses ressources. Nous avons déjà au Sénégal l'ITIE, donc qui a fortement contribué à amener cette transparence en suivant les normes et les organisations internationales. Je pense qu'il faut davantage insister sur ça. Voir jusqu'à présent ce qui n'est pas publié, ce qui n'est pas partagé avec tout le monde, avec le public, pour chercher à aller vers ça, à rendre public certaines informations. L'ITIE publie beaucoup de choses. Est-ce qu'on publie tout? Est-ce qu'en publiant les contrats, on publie les annexes? Est-ce qu'on publie des éléments indispensables pour comprendre comment l'exploitation a été réalisée? Je pense qu'il faut aller vers ça et pour aller même jusqu'à essayer de retracer ce qui se fait entre Petrosen, par exemple, et le Trésor. Est-ce que les flux sont publiés aussi? Donc, je pense qu'il faut qu'on aille vers plus de pragmatisme dans cette quête de transparence dans la gestion des revenus issus des ressources naturelles. Et il y a de manière globale un certain nombre de mécanismes. Vous savez tous, vous avez entendu parler du registre des bénéficiaires effectifs. C'est-à-dire que les banques, les compagnies d'assurance, plusieurs acteurs
tout ce qu'ils payent aux bénéficiaires, on doit publier ça, on doit déclarer pour qu'on sache qui reçoit les paiements. Voilà. Donc ça existe déjà, c'est un dispositif. Mais peut-être tout le monde n'a pas accès à ça. Donc il faut faire de sorte à élargir un peu l'accès, à rendre davantage public les bénéficiaires effectifs, pour que tous les paiements issus du secteur extractif, qu'on puisse savoir qui a reçu le paiement. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises écrans qui reçoivent des paiements au profit de bénéficiaires réels? Donc ça permet d'aller vers cette exigence de transparence. Publier les contrats, par exemple, je pense qu'on doit y insister parce que ça permet de régler beaucoup de questions. Je vais peut-être insister sur un élément important. Parce que tout le monde sait qu'il y a une sorte d'asymétrie d'information entre les investisseurs et nos États. Et si on publie les contrats, ça permet de renforcer la mémoire institutionnelle de nos États. Parce que si tous les États se mettaient à publier tous les contrats et les annexes, donc avant d'aller négocier, on peut avoir beaucoup d'informations pour affûter davantage notre stratégie et aller sur la table de négociation avec toutes les possibilités pour bien négocier, pour arriver à un résultat de négociation satisfaisant. Et rien que pour ça, c'est important d'insister sur la publication des contrats pour permettre à nos États de bien préparer les négociations et être en face d'acteurs qui n'auront pas un avantage dès le départ. Voilà. Et réaliser des audits, rendre public les audits. Pour les plateformes aussi, je pense que c'est important parce qu'il y a certains États qui le font, qui ont des plateformes, qui rendent davantage public l'accès, parce que davantage également permet d'avoir à temps réel les informations pour voir ce qui se passe, ce qui permet d'avoir une réaction rapide pour redresser ce qui peut être redressé. Donc, il faut proclamer, faire de sorte qu'on aille vers une grande transparence dans la gestion des revenus du secteur pétrolier, mais il faut y aller avec une approche pragmatique. Voilà, voir ce qui se fait, renforcer avec comme objectif permettre d'assurer cette obligation de redevabilité, parce qu'on doit rendre compte au peuple. Le peuple doit savoir ce qu'on fait avec sa ressource, mais également c'est un instrument qui permet à l'État d'avoir, ou en tout cas de réserver un peu le cap d'asymétrie de l'information pour pouvoir mieux négocier avec les investisseurs. Merci beaucoup. Alors, on nous signale que nous n'avons plus beaucoup de temps, donc on va aller rapidement sur la deuxième question que j'aurais posée. Merci, monsieur le directeur, d'avoir rappelé ces exigences de transparence avec tous les outils que vous avez évoqués. Monsieur le directeur Thiello, comment pensez-vous comment on peut organiser notre... Je vais rajouter certaines. Je pense que la question rejoint un peu la négociation des contrats. Quand il s'agit de faire ou de transférer des connaissances, il faut que le sujet ou la question soit débattue en amont. C'est-à-dire que ça soit une question débattue au moment où les contrats avec les majors ou les différents, on va dire, plénipotentiaires entrent en jeu. Donc, véritablement faire ce transfert de technologie est plus que nécessaire, j'allais même dire. Aujourd'hui, on a des leviers, on a des canaux de transmission de la connaissance
Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut faire des systèmes de mentoring, des systèmes de coaching au niveau des grandes entreprises vers, on va dire, les petites, moyennes entreprises. Il faudrait que la formation ou la science soit diffusée de manière à ce que les jeunes étudiants aussi aient connaissance avec des systèmes de mobilité, de stage, qui puissent permettre à tous ces jeunes qui aspirent à pouvoir acquérir cette connaissance, de pouvoir l'apprendre graduellement, comme disait M. Sow. Je pense que le local content, c'est une chose, mais il faut qu'elle soit smart. Un objectif reste un objectif s'il est atteignable et si aussi on peut le challenger, on va dire. Si on a des objectifs que nous-mêmes on ne sait pas les challenger, on ne sait pas également être réaliste, parce que je pense que dans toute chose dans la vie, c'est de manière graduelle qu'il faut l'atteindre. Donc il faudrait qu'on ait cette prise en main de la chose technologique de façon graduelle. Mais autre chose, juste peut-être pour ne pas trop abuser du temps parce qu'on est en plein cours, je pense qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui aspirent à être grandes entreprises ou moyennes, mais à une et une seule condition. M. Sow a dit quelque chose qui est très vrai et je pense qu'il doit être encore plus vrai pour l'industrie pétro-gazière, c'est que toutes les petites entreprises ont un manque de moyens pour accéder à la technologie, au recrutement, etc. Donc comment également mettre en place un système de financement pour ces petites PME et que ce local content ne soit pas juste un slogan où on dit, bon, soit let it be, vous êtes maintenant local content, débrouillez-vous, ça va jamais marcher. Et je ne sais pas, peut-être que M. Sow pourra peut-être donner son avis là-dessus, comment les petites PME dans l'industrie cimentière ont peut-être pu bénéficier d'un financement pour pouvoir upgrader un peu leur système de technologie et faire du recrutement, parce que la seule valeur ajoutée en quelque sorte, effectivement, c'est la création de richesses et d'emplois. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Vous avez fait un puissant plaidoyer pour comment faire du Sénégal un hub pour attirer les talents internationaux à travers des hubs de compétitivité et d'excellence pour renforcer notre recherche fondamentale. Une dernière série de questions, on aura 2 minutes maximum par intervenant, Monsieur le Directeur Général. Qui me parle. Moi, je suis partisan de la démarche suivante. Tout à l'heure, quand M. Diop parlait des coûts à récupérer ou pas chez les opérateurs, moi, dans mes réflexions, il y a des coûts qui sont liés à des travaux qui ont des impacts environnementaux ou sociaux que personne ne peut récupérer. Ça, déjà, je les exclus. Mais vous ne pouvez le faire que si vous avez une législation, une réglementation autour des critères ESG et durabilité. Il est temps que nos codes intègrent ces dimensions ESG, environnement, social, gouvernance et durabilité, pour que nous puissions imposer quasiment à tous les acteurs cette discipline et cette rigueur à les respecter. On a un code de l'environnement, c'est vrai, il est ce qu'il est, mais aujourd'hui, il faut aller chercher les domaines dans lesquels on a le plus de possibilités, et ce qui sont des domaines qui sont très impactants sur le plan environnemental et social. Vous ne pouvez pas trouver plus impactant que le monde pétrolier, les mines et autres, sur les populations, sur l'environnement, sur l'écosystème. Or, quand vous regardez les études d'impact qui sont faites, c'est des études souvent qui sont faites pour permettre à la personne d'avoir son certificat de conformité et puis on passe à autre chose. Il faut une véritable transformation de nos législations minières et pétrolières et qu'il y ait ces dimensions-là, qu'elles soient centrales. Qu'il y ait une obligation de rapport ESG tous les ans par toutes les entreprises qui opèrent et qui ont une sensibilité sur ces questions-là. Et c'est extrêmement important. Je termine très rapidement par un point en parlant de la transparence des flux et autres. Vous savez, des fois, il faut pousser la transparence au point que, vous savez, l'État du Sénégal récupère, mettons, 800 milliards du secteur minier. Mais comme il s'agit de l'État, on dit qu'il s'agit de l'État. Si on veut tracer les ressources issues du secteur minier, où vont ces ressources, où est-ce qu'elles ont été collectées, où est-ce qu'elles ont été dépensées, sur quoi, dans quoi, même les ressources qui vont dans les caisses de l'État doivent être fléchées.
on doit être en mesure de pouvoir tracer les 800 milliards extraits du secteur minier. Qu'est-ce que l'État en a fait? Je pense que c'est extrêmement important parce que c'est ça qui nous permet demain, ou permet même à l'État de dire, ah, cette année, je dois mettre telle chose à Kédougou, je dois mettre telle chose à Saint-Louis, telle chose dans telle zone, parce que je sais que je suis attendu sur les ressources que j'ai collectées. Et puis, de proche en proche, on crée une sorte de transparence de chaîne de valeur qui bénéficie aux véritables bénéficiaires, aux destinataires. Les destinataires ultimes, quand l'État récupère des ressources, peut-être qu'il y a 25% à mettre dans le budget global, 75% doivent aller aux communautés locales. On ne peut pas dire que le secteur minier a généré 800 milliards, c'est pas rien. 800 milliards, vous les donnez combien de régions il y a au Sénégal? Il y a 12 ou 14 régions au Sénégal. Vous avez à peu près 45 départements, je ne sais pas combien. Vous faites un ratio, vous transformez radicalement l'intérieur du pays. Vous créez une dynamique nouvelle qui fait qu'on n'est plus dans la logique que tout le monde soit concentré à Dakar. Voilà ce que je voulais dire, mais pour moi, il est temps d'intégrer ces critères-là dans la législation, parce que là, personnellement, je pense que nous sommes en retard. Le Sénégal est en retard dans rapport au code minier. L'autre chose qu'il faudrait mettre, il y a le Conseil général des mines. Je ne sais pas qui se rappelle de cette appellation, le Conseil général des mines. Moi, quand j'étais jeune ingénieur et j'ai démarré au ministère des Mines, avant d'octroyer un permis, un périmètre, une concession minière, il y avait une instance qui s'appelait Conseil général des mines, où vous avez des représentants de l'université de Dakar, des représentants des écoles des mines, à l'époque il n'y en avait qu'une seule, des représentants de certaines, certains départements au niveau public et autres. On se réunissait pour passer en revue les demandes qui sont sur la table du ministre des Mines pour donner un avis. Il était consultatif. Aujourd'hui qu'on est dans une question de gouvernance et de partage, aujourd'hui les ONG, la société civile doivent être intégrées dans ce Conseil général des mines. Si on veut être transparent, il faut aller jusqu'au bout. Et ces instances-là, elles ont été supprimées, on ne les voit plus dans le code minier. C'est une régression au moment où on veut parler de contenu local, etc. etc. Je m'excuse, quand je parle de ce sujet, moi je suis un passionné de ces sujets-là. Je suis désolé d'avoir été peut-être un peu excessif sur certains sujets. Parce que c'est un expert-là qui... De la pré-extraction, on pense tout de suite au fonds souverain. Fonds 6 par exemple, et le fonds intergénérationnel, doté de 10%, oui je crois, et les 90% vont au budget. Parce que les ressources appartiennent aussi à nos petits-enfants à venir. Voilà. Donc, c'est et dans tous les pays pétroliers, ça existe. Il y a des réglementations beaucoup plus contraignantes. Je crois qu'au Botswana, je pense si je ne me trompe pas, là, il est interdit formellement de toucher à ces fonds-là. Aucune dépense. Aucune, même exceptionnelle. Voilà. Donc, on a déjà ça. Et, bon, c'est logé à la présidence de la République aussi. Bon. Peut-être... le contrôle pourra s'exercer. En tout cas, même à défaut de contrôle, s'il y a une pression positive sur le gouvernement, quelqu'un l'a dit, forcément l'utilisation sera bien orientée. Voilà. Également, quand on parle de l'après-période d'extraction, on pense aussi au fonds de réhabilitation, voilà, et à la fiscalité verte, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ça existe dans certains pays où on a parlé de l'impact sur l'environnement. Dans le secteur minier, je crois qu'on a un fonds qu'on dote pour la réhabilitation. Mais dans le secteur pétrole, je ne pense pas qu'il y ait un fonds.
de cette nature. Alors que tout le monde sait que, vous l'avez dit en tant que spécialiste, que l'impact sur l'environnement est énorme. Donc, au moins, amener les investisseurs à compenser cet impact serait une excellente chose en dotant ce fonds-là. Mais également, je pense que la réforme fiscale qui est annoncée, qui est en cours, prendra peut-être en charge la question de la fiscalité verte. Parce que ça existe dans des pays proches de nous, hein, au Ghana, au Nigeria. Au Nigeria, nous avons une taxe qui s'applique uniquement, qu'on appelle taxe de torchage. Quand on brûle le gaz, on paye une taxe. Voilà. Et également, au Ghana, je crois qu'on a également une redevance sur le fait de polluer l'environnement. Quand on pollue le sol et l'eau, on paye une taxe. Mais ces taxes-là n'existent pas encore au Sénégal. Donc, nous pensons peut-être que c'est l'occasion pour le Sénégal de mettre en place ces taxes. Ça fait rentrer des recettes fiscales, mais ça va concourir à la gestion de l'impact sur l'environnement. La dernière chose, et non moins importante, et je pense que les pouvoirs publics sont très conscients de ça, on doit faire tout ce qui est possible pour profiter des ressources du secteur extractif pour travailler à élargir un peu l'assiette fiscale. Travailler à promouvoir le développement rapide de l'industrie au Sénégal, de l'agriculture, pour avoir un développement économique qui va impacter le développement de l'assiette fiscale et qui va également impacter le développement des ressources. Concernant les collectivités locales, c'est également l'occasion de les impacter positivement. Ne c'est pas uniquement par le biais des ressources qu'elles peuvent avoir de l'exploitation minière et pétrolière, mais également essayer un peu de développer l'organisation de l'administration fiscale territoriale. Merci. Pour permettre à ces collectivités de s'organiser et de prélever les ressources qui leur permettent de financer leur développement. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la territorialisation des politiques publiques, mais également. Je vais commencer par une boutade pour dire, il y a 10 ans, il y a un ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite qui avait dit, je pense, l'âge de la pierre ne s'est pas arrêté parce qu'on a fini d'exploiter la dernière pierre. Et je pense que l'âge du pétrole ne s'arrêtait pas parce qu'on a fini d'exploiter le dernier baril. Pour dire quoi? Je pense qu'aujourd'hui, la probabilité qu'un enfant qui est né aujourd'hui fasse du pétrole dans 30 ans, elle est très faible. Je pense qu'un actif aujourd'hui de 30 ans a plus de chances d'être dans le pétrole au Sénégal que dans 30 ans. Eu égard, on va dire, aux réserves que nous avons, bien évidemment, on peut toujours avoir des réserves à venir. Pour dire quoi aujourd'hui? Je pense que le pétrole, on a toujours dit qu'il faut faire une transition. Il ne faut pas faire juste une transition, mais une transition juste. En quoi faisant? Le pétrole, le gaz sont des ressources primaires qui nous permettent d'avoir de l'énergie pilotable. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz sont juste des instruments, des véhicules pour le développement. Au stade actuel où on en est, quelqu'un parlait de l'école polytechnique de Montréal, le Montréal consomme quasiment plus d'énergie que toute l'Afrique subsaharienne, en excluant l'Afrique du Sud. On a besoin d'énergie. Il faut de l'énergie pilotable avec de l'énergie, avec du pétrole et du gaz. Ça, c'est pour l'industrie, parce que l'industrie est le moteur de tout développement. Au-delà de ça, on a des réserves, on a des potentialités dans le solaire, dans l'éolien, etc., etc. Donc aujourd'hui, il faudrait faire un mix énergétique qui soit résilient et réalistique. Avec le pétrole que nous avons, merci
au bon Dieu, on va faire avec, mais il faut préparer les futures générations à l'après-pétrole. Aujourd'hui, on parle de l'école du pétrole et du gaz, il faudrait également partir sur l'école des énergies. On parle de l'hydrogène, on parle de l'ammoniac, on parle de plein d'autres choses qui aujourd'hui peuvent nous être utiles parce qu'on a le potentiel qu'il faut. Donc aujourd'hui, on a besoin de flexibilité, mais on a besoin également de mix énergétique. Et je pense que tout ça, mis bout à bout, je pense qu'on y arrivera avec une politique et un roadmap qui soit cohérent, résilient et agile. Merci beaucoup. Merci d'avoir rappelé de nos panélistes ont mis en lumière plusieurs messages fondamentaux, à savoir la souveraineté économique n'est pas un slogan, c'est une construction juridique, institutionnelle et humaine à bâtir. Que la valeur de nos ressources naturelles ne réside pas dans leur volume, mais dans notre capacité à les transformer localement, à les encadrer juridiquement et à les inscrire dans une trajectoire durable. Que l'après-extraction doit se préparer aujourd'hui avec des instruments qui transcendent les conjonctures politiques. La fiscalité, le droit, la gouvernance, l'expertise nationale, le contenu local, les mécanismes ESG sont autant de piliers qui doivent structurer cette nouvelle souveraineté. Donc j'aimerais conclure en soulignant que la réussite de cette ambition dépendra de notre courage collectif à réformer, de notre discipline à appliquer les normes et surtout de notre engagement à placer l'intérêt national au cœur de chaque décision. Il est temps donc que pour le Sénégal de passer d'un modèle extractif à un modèle transformateur, d'une économie de rente à une économie de développement structurant. Ce panel, je l'espère, aura contribué à alimenter ces réflexions et surtout à déclencher des actions concrètes parce qu'il y a beaucoup de call to action qui ont été faits. Je voudrais encore vous remercier et remercier chaleureusement nos brillants panélistes pour leur hauteur de vue et la qualité de leurs interventions et je voudrais vous demander de les applaudir encore une fois.